cherchez un emploi, vous voulez créer peut-être un emploi ou recruter des personnes ici dans les Landes, dans ce beau département qui attire, on va le voir, beaucoup de monde. Et il y a, ça tombe bien, un gisement d'emploi. On va voir ça pendant cette table ronde. On vous invite à regarder la précédente table ronde si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est en ligne sur sudouest.fr et sur tv7.fr. Vous pouvez la retrouver aussi en suivant les articles de la rédaction des Landes. Tout de suite, on va expliquer pourquoi on est là, parce qu'on n'est pas là par hasard dans ce magnifique site, l'auditorium du Pôle Sud, avec Pôle emploi. On ne l'a pas fait exprès, hein, Madame la directrice départementale. Isabelle Julien-Avrousse, pourquoi on a cette opération ici sur ce territoire ? Bonjour Stéphane. Donc, nous avons cette opération dans les Landes parce que nous avons voulu créer un temps de rencontre, virtuel peut-être, mais entre les entreprises et les chercheurs d'emploi pour travailler sur cette notion de demain et même demain là de suite. Je travaille comment et pourquoi ? Est-ce qu'on a aujourd'hui un public plus défini ? Alors on a déjà vu, on parlait de relations virtuelles, que sur la première expérience dont j'en parle un instant, il faut que les gens aillent la voir. On a vu des chefs d'entreprise faire du lien entre eux, vous parlez avec vous, avec une DRH. Est-ce qu'aujourd'hui on peut spécifier vers quel public on s'adresse pour dire vous créez un emploi, vous voulez chercher un emploi vous-même, etc. À qui on s'adresse ici sur ce territoire ? Alors, nous nous adressons à tous les publics, c'est-à-dire que vous soyez jeune, que vous soyez en plein parcours professionnel ou senior, il y a de l'emploi et il y a des occasions à se créer en allant au plus près des entrepreneurs et des entreprises qui recrutent. Donc, de 16 ans à l'âge qu'il vous plaît, j'ai envie de dire, il y a des opportunités d'emploi. Alors on a vu que les opportunités, elles sont impactées en ce moment par plein d'évolutions. On a vu ça déjà avec Pierre qui animait brillamment cette première étape qu'on vous invite, je le répète, parce que c'est important de regarder les deux extraits. Mais par contre, ça serait bien qu'on rappelle aussi pourquoi sur ce territoire particulièrement, on a ce gisement et pourquoi on a aujourd'hui ce débat sur ce territoire. Alors, vous connaissez probablement très bien les Landes pour son attrait touristique et évidemment les emplois qui vont avec sur l'hôtellerie-restauration. Sauf qu'il faut savoir que les Landes, c'est 5 secteurs d'activité minimum qui sont représentés, et je dis bien minimum, c'est-à-dire dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans le BTP, dans le transport, dans la santé, l'aide à la personne et l'hôtellerie-restauration, on en parlait. Tous ces secteurs, aujourd'hui, se réinventent aussi dans leur manière de travailler et donc recherchent des compétences. Merci Pierre-Vincent, c'est à vous que revient la joie d'animer cette table ronde. On a le menu, on a un chef, on a tous les ingrédients. Bon courage, merci à plus tard. Stéphane. Effectivement, le travail, une question de sens, une question de carrière. Et si nous venions tels que nous sommes, avec notre enthousiasme, avec notre culture, avec également nos formations, et si nous bousculions le rapport pénibilité-plaisir. Bonjour et bienvenue à tous donc à Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes pour ces nouvelles rencontres Sud-Ouest autour de l'emploi avec notre partenaire Pôle emploi, nous venons le voir. Pour orienter nos analyses, Sophie Geoffrion, philosophe de terrain, aura la mission de synthétiser notre discussion et même de l'amorcer. Nous avons autour de cette table ronde Benoît Lesbatz, nom bien connu des Landais, avec la scierie Lesbatz, qui œuvre à Saint-Léon, Saint-Perdon et Pontox, 130 salariés, vous réalisez 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une scierie qui est un acteur économique important des Landes, avec des besoins en main-d'œuvre réguliers et une forte saisonnalité. Vous allez nous expliquer dans quelques instants comment vous vous y prenez pour recruter. Jean-Louis Rodriguez est face à vous, vous êtes une figure aussi bien connue, cette fois du monde de la glisse, avec un parcours riche, à la tête du cluster Eurocima depuis 4 ans, qui accompagne le développement économique des entreprises des actions sport en Europe. Vous nous direz aussi, entre autres, comment faire travailler en réseau des professionnels, des entreprises d'un même secteur. À votre gauche, Christophe Payog, restaurateur à Arcachon depuis 4 ans, qui a 6 salariés à l'année, 8 une dizaine en saison. Son problème, c'est le recrutement de main-d'œuvre et il nous dira un petit peu les transformations qu'il a opérées pour poursuivre son activité dans un confort plus spécifique. En face de vous, Pauline Go, qui est une nouvelle sophrologue, relaxologue, et qui nous contera également son parcours riche aussi d'enseignement pour nous tous autour de cette table. On démarre donc avec vous, Sophie Geoffrion. Vous êtes une philosophe, je le disais. Votre expérience de terrain vous donne un regard particulier sur le rapport que nous avons au travail aujourd'hui. La dimension existentielle est quelque chose de nouveau.
Oui, c'est quelque chose de nouveau. Disons qu'il faut comprendre pour essayer... Enfin, déjà, il faut interroger pour comprendre, pardonnez-moi, ce que ça signifie une dimension existentielle. Si on reprend un peu l'histoire de la pensée, bon, la question du travail a toujours été centrale parce que c'est une question culturelle qui nous préoccupe, nous, dans nos sociétés. Et puis, on est obligé de travailler. Je pense à ce qu'on appelle en philosophie la dialectique du maître et de l'esclave, qui est une dialectique propre au penseur Hegel, qui reprend cette idée que l'esclave, qui est obligé de connaître toutes les tâches liées au fonctionnement, à la nature pour répondre aux besoins du maître, est en réalité beaucoup plus libre et qui va pouvoir s'affranchir de sa dépendance au maître parce qu'il connaît le travail, parce qu'il travaille. Donc le thème du travail a beaucoup évolué. Là où il y avait dans l'histoire de la pensée, depuis le monde antique jusqu'à aujourd'hui, des grandes autorités qui donnaient du sens à nos vies, un sens qui était extérieur à nous, et on ne se posait pas trop la question du sens. Le cosmos chez les Grecs, puis les commandements religieux, puis dans l'aristocratie, bon, chacun avait sa place. Et puis il y a eu l'art et le politique qui a pris évidemment les rênes au XXe siècle. Et puis tout s'est effondré. On voit bien même aujourd'hui que l'autorité politique ne fait plus autorité et que l'individu, en tant que sujet, est perdu et doit donner par lui-même du sens à son existence. Et le travail est au cœur de cette question. Donc oui, redonner du sens à sa vie, bifurquer, s'approprier les accidents de la vie pour repenser le travail, lui donner du sens, mais que nous devons lui-même lui donner. Et c'est ça que c'est difficile, et c'est pour ça qu'il faut être accompagné, et que tous ces témoignages sont riches d'enseignements pour la personne qui a envie de changer un petit peu de voie et qui ne sait pas trop comment faire. Alors on va le voir avec nos invités aujourd'hui. Benoît Lesbats, je reviens vers vous. Je l'ai dit, vous êtes le chef d'une grande entreprise landaise, les scieries Lesbats. Vous recherchez à chaque instant des postes variés et vous avez fait le choix, par exemple, on va entrer dans ce sujet-là, de recruter majoritairement en CDI plutôt qu'en intérim. Pourquoi ce choix-là ? Bonjour. Alors, le choix de recruter en CDI, il est dans l'entreprise depuis assez longtemps en fait. On pratique très peu l'intérim ou les contrats courte durée, malgré, en fait, vous avez dit au début, possiblement une forte saisonnalité. Hein. Le bois, on le vend beaucoup entre mars et septembre principalement. Mais en fait, on a fait le choix de développer nos capacités de stockage et de définir un horaire régulier toute l'année. Et en fait, au final, chaque salarié sait en début d'année quand seront les congés, quelle sera sa semaine de travail, ses horaires. Peu de changements et donc une facilité pour organiser sa vie familiale et sa vie, ses loisirs, les moments avec les amis simplement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un schéma qui fonctionne chez vous ? Oui, on peut le mesurer parce que déjà, quand on propose un CDI, ça a déjà un peu plus d'impact dans la proposition à un salarié. Ça peut surprendre parfois. Et simplement, on peut le mesurer avec le taux d'ancienneté qu'on peut avoir dans l'entreprise où on a beaucoup de personnes qui ont 20, 30 ans d'ancienneté qui restent chez nous, on l'espère, c'est en partie grâce à ça. La culture d'entreprise, c'est quelque chose qui vous parle, Jean-Louis Rodriguez, vous qui avez un passé riche et une activité professionnelle riche, c'est quelque chose qui a de la valeur encore aujourd'hui pour les gens qui entrent dans le chemin de l'emploi ? Bonjour. Oui, ça parle évidemment parce qu'il y a de plus en plus une recherche d'identité, soit à travers les valeurs de l'entreprise, et ça on le voit beaucoup dans les générations qui arrivent dans nos entreprises, alors qu'avant on était sur des réalités historiques. J'écoutais avec attention ce que vous disiez et on rentrait dans une entreprise et on essayait d'y perdurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de volatilité. Par contre, on ressent vraiment la volonté de ces personnes à vouloir s'identifier à un projet. Parfois un chef d'entreprise, parfois une marque. Mais en tout état de cause, cet aspect-là est très très important. Alors justement, sur quelle base crée-t-on de l'emploi aujourd'hui ? Par exemple dans les Landes, ici, votre territoire, qu'expérimentez-vous tous les jours en lien avec peut-être les DRH, comme avec les acteurs de l'emploi sur le terrain ? Alors comment on crée de l'emploi ? Il y a eu d'abord deux réalités importantes. La première, c'est que ce que nous a fait vivre et connaître la pandémie en mars 2020 et ce qu'il en est ressorti, a amené sur notre secteur en tout cas, une réalité de rebond important. On était très inquiets, pour être honnête avec vous, puisque rien que dans les Landes, ça représente à peu près 2000 emplois
4000 en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est significatif. Et lorsque tout s'est arrêté le 17 mars, on s'est dit, OK, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En sachant que 90% des produits qui sont distribués par nos marques l'étaient dans des magasins physiques, 10% uniquement à travers le e-commerce. 2 ans après, en fait, on ressort d'une position assez paradoxale parce qu'on est un petit peu dans un cercle magique, c'est comme ça que je l'explique aux gens que je rencontre. La nature, le sport, le bien-être. Et cette réalité aujourd'hui, on la retrouve sur ce territoire. Deuxième chose, c'est qu'on est aussi dans une réalité aujourd'hui à créer des postes qui sont complètement différenciés. Historiquement, on était beaucoup sur la recherche produit, sur la création, le design, la vente. Et aujourd'hui, on est beaucoup sur de la R&D, sur des postes de webmaster, par exemple, sur tout ce qui touche à la digitalisation. Et on a vu cette accélération très importante avec des demandes croissantes des entreprises, mais aussi de la recherche de personnes qui sont à l'extérieur de ce territoire ou de ces métiers et qui veulent venir et s'intéressent à ces métiers. Et de ce fait, quand on arrive à réaliser la juxtaposition des deux, on crée cet emploi. Je partageais avec Isabelle juste avant, on est actuellement sur à peu près 250 créations d'emplois au moment où je vous parle, sur un territoire qui est très proche d'ici. Et d'ailleurs, on a une problématique, c'est qu'on n'arrive pas toujours à trouver les candidats, ou bien on a d'autres problématiques comme où les loger. C'est aussi un des sujets importants. C'est quelque chose, on va y venir avec Christophe Payoc, votre collègue à votre gauche, la problématique de la main-d'œuvre, du logement de cette main-d'œuvre-là. Christophe Payoc, vous êtes restaurateur, on vient de le dire, à Arcachon. Vous n'avez pas de méthode miracle, mais vous avez opéré, vous, dans votre entreprise, un changement radical, l'arrêt d'une de vos activités, celle de traiteur, pour pouvoir créer un logement et répondre à cette pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez d'autres idées comme ça? Et jusqu'à quand ça peut durer? Parce que c'est peut-être un secteur qui a souffert plus que d'autres de la crise dont on vient de parler. Bonjour. On ne sait pas jusqu'à quand ça peut durer. Mais effectivement, nous, ce que l'on propose, alors tout le monde a été serveur, étudiant, quand il était étudiant, etc. Et on a beaucoup de candidatures sur ces étudiants qui, l'été, veulent faire ce job. Après, bien entendu, ils ont un parcours différent, des études différentes, mais ceux qui veulent éventuellement rester dans l'hôtellerie, on ne les retrouve pas toujours, en fait, à la fin de leurs études, parce qu'ils ont dévié. Et nous, ce qu'on propose aujourd'hui, en fait, c'est plus cette restauration, ce métier plaisir. Voilà. Pas un métier d'obligation, pas un métier militaire, mais métier plaisir, avec effectivement aussi des projets, des idées, et pour canaliser un petit peu tout ceci, pour essayer d'attirer un petit peu du public et nous, la dynamique, ce qui vient de se passer là pour tout le monde, ce manque de main-d'œuvre, il y a dans notre métier, dans notre profession, du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, vous avez les restaurants moyens, les petits restaurants, les gastronomiques, et après les très gros restaurants. Moi, je crois que dans l'avenir, les très, très gros restaurants, peut-être qu'il serait mieux pour eux de devenir un tout petit peu plus petits, ce qui leur permettra de proposer aux personnes qui viendront travailler avec eux un vrai projet cohérent. Et nous, en fait, dans notre structure que nous avons aujourd'hui, on a démarré avec le restaurant en formule table assise. On faisait aussi des prestations sur des bateaux, avec des accompagnements, des pique-niques, etc. Pour pouvoir proposer ces deux solutions, il faut du personnel. Le personnel, effectivement, ne le trouvant pas, on ne pouvait pas, nous, se multiplier par 2, par 3. Et en fait, l'incidence qui se passe, c'est qu'en fait, la qualité, au bout d'un moment, en fait, elle en prend un coup. Et après ce Covid-là, le métier, pas traiteur, mais cette prestation qu'on pouvait réaliser, en fait, n'a pas repris parce que c'est beaucoup de groupes, des étrangers ou autres. Moi, j'avais un laboratoire, effectivement. Donc, il a fallu faire des choix, c'est ça que voilà. vous êtes en train de nous dire. Et ce laboratoire, je me suis dit, voilà, on a discuté, on s'est pas privé, mais on a mis la priorité sur l'accueil et réception du restaurant. La partie traiteur sur bateau, on l'a arrêté. Et j'ai transformé ce laboratoire en studio qui me permet de loger en fait, les personnes avec nous.
Madame Julien Averrousse, vous voyez beaucoup de restaurateurs, je suppose, comme et également Monsieur Payog aujourd'hui. Est-ce que ce sont des solutions que vous leur apportez aussi pour pouvoir relancer leur activité, retrouver de la main-d'œuvre, en tout cas proposer un logement à cette main-d'œuvre qui se fait très rare? Alors, nous échangeons beaucoup avec les employeurs. La restauration en est un exemple, mais les secteurs dont nous parlons également, justement sur cette capacité à s'adapter et surtout à le faire savoir. Parce que je pense que beaucoup de candidats, de chercheurs d'emploi qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas connaissance de ces évolutions qui ont été apportées au sein des filières. Donc travailler au plus près avec les employeurs, leur apporter ce retour d'expérience et surtout nous-mêmes devenir vecteurs de ce qu'ils mettent en place, c'est un des leviers pour de nouveau attirer de nouveaux candidats parce que ce sont des filières qui offrent des parcours. Et quand je démarre dans la restauration, vous évoquiez le poste de serveur, mais comme vous le dites, le poste de serveur, c'est finalement la première étape pour découvrir plein de métiers au sein de votre filière. La filière du surf, elle est pléthorique. On peut commencer shaper et finir directeur marketing d'une grosse boîte, d'une grande marque du surf. Et du même dans le bois, on peut commencer par le premier poste au sein d'une scierie et puis devenir chef d'atelier. Bref, tous ces éléments, en fait, ce sont des clés aussi pour nous pour faire rêver de métier et faire comprendre qu'on peut aller chercher des valeurs, on peut aller chercher de l'épanouissement. Donc ça passe aussi par là et les initiatives telles que sont portées par ce restaurant sont très importantes pour nous. Faire rêver, c'est aussi l'objectif de certains métiers qui manquent, qui ont peut-être un déficit d'image, comme peut-être le vôtre, Monsieur Lesbas, avec votre scierie. Vous m'avez dit en amont de cette préparation que vous avez souhaité moderniser un petit peu, soigner votre communication, vos méthodes de recrutement. Partagez-nous peut-être 2-3 éléments de cette démarche. En effet, on a cherché à modifier et à moderniser beaucoup d'éléments dans nos établissements. L'image traditionnelle d'une scierie, c'est la personne qui va empiler à la main, qui va avoir beaucoup de tâches répétitives et avec des ports de charge. Et nos métiers, en fait, depuis 20 ans, sur les différents sites de production, se sont énormément modernisés. Et à l'heure du tout numérique, où tout est disponible, je suis à peu près certain que toutes les personnes autour de la table ne savent pas comment est fabriquée une planche, en fait, et quels sont les process de fabrication. Et souvent, du coup, quand on arrive à organiser une visite avec des personnes qui découvrent nos métiers, il y a vraiment un état de choc en disant mais c'est incroyable comment ça se passe, j'aurais jamais imaginé cette chose-là. Donc nous, on essaie vraiment de moderniser, de casser cette image. L'une des options qu'on va lever un petit peu pour essayer de travailler encore cette image changée, c'est d'organiser des journées portes ouvertes pour venir en fait faire venir les gens chez nous librement avec une visite de nos ateliers, pas forcément dans une logique de recrutement, mais simplement dans une logique de comment nous fabriquons les choses et comment les choses se passent dans nos ateliers, dans nos murs. Donc des méthodes nouvelles de communication, de promotion, de recrutement. À côté de vous, on a un exemple avec Paulingo aujourd'hui. Vous n'avez pas été recruté, vous avez créé votre propre entreprise. Vous avez une activité de sophrologue, réflexologue. Après une enfance sportive et un parcours universitaire en médecine qui a fait naître chez vous un stress insoupçonné, vous avez décidé de vous lancer après le confinement, pendant le confinement, sur votre propre activité pour mettre à plat un peu vos idéaux. Vous en êtes où aujourd'hui, jeune entrepreneuse que vous êtes? Bonjour, aujourd'hui je suis au tout début. J'ai créé mon entreprise en mars. Voilà, les débuts, c'est toujours compliqué. On se lance dans l'inconnu. Nous sommes seuls, forcément, en tant qu'auto-entrepreneur. Mais mon parcours a fait que j'ai fait le choix de devenir mon propre moteur, finalement, d'investir de moi-même. J'ai énormément travaillé en tant que salariée, mais je ne m'y retrouvais pas. Je ne m'y retrouvais plus au bout d'un moment. Je perdais cette valeur de moi, en fait, cette valeur que j'avais à transmettre et à faire tout simplement ce que je souhaitais. Donc voilà, tout mon parcours en est arrivé que je suis devenue sophrorelaxologue. Voilà. Merci beaucoup, Pauline.
Vous avez dit aussi en préambule de cette table ronde que le sport aussi avait été votre moteur. Est-ce que le fait de pratiquer une activité sportive, d'être dans la compétition, aussi dans le déplacement de soi, ça vous a aidé à franchir certaines barrières dans l'entrepreneuriat? Ah oui, totalement. Après un échec du coup en première année de médecine, parce que je n'ai pas été prise suite au tirage au sort de STEPS, donc je me suis retrouvée en PACES, quelque chose de totalement éloigné, où j'étais renfermée en train d'apprendre. J'ai dû arrêter tous mes sports. J'ai décidé de vraiment revenir à ce qui était mon essentiel. Donc j'ai terminé mon année pour ensuite totalement me dépasser. Mais avant cela, j'ai eu une grande révélation par la rencontre d'une sophrologue qui m'a accompagnée durant toute ma préparation pour entrer au CREPS à Bordeaux. Et donc du coup, voilà, cette préparation mentale que j'ai découverte, dont je n'étais pas consciente finalement, m'a amenée à rentrer pour devenir éducatrice sportive. Et c'est vrai que durant toute mon enfance, j'ai pratiqué différents sports. Et je pense que cela amène véritablement une ouverture d'esprit et un dépassement de soi-même. Vous appuyez souvent sur le passé sportif des gens qui viennent vous voir pour les stimuler, pour agir sur cette fibre-là, à les pousser vers l'entrepreneuriat ou à reprendre goût peut-être à des activités dont ils se seraient lassés ou dont ils ont perdu un petit peu en quoi ils ont perdu un petit peu la foi. Isabelle, Julien Averousse. Alors oui, en effet, quand nous accompagnons une personne vers l'emploi, ce qui est important, c'est déjà de lui faire prendre conscience de ses talents. Talents, compétences, expériences, rebond. Parce que quand on s'est lancé dans une étape, dans un parcours, dans un projet, même si nous ne sommes pas allés jusqu'au bout, on a appris des choses. Et réapprendre à valoriser tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a mis en place, tout ce qu'on a développé en soi, ce sont autant d'atouts derrière que l'on va pouvoir vendre auprès de potentiels recruteurs. Mais c'est aussi d'abord la première étape pour reprendre confiance en soi. Avoir confiance en soi et avoir confiance en l'autre. Faire confiance à l'employeur que l'on va rencontrer et de même pour l'employeur, faire confiance au candidat que l'on va rencontrer. Donc des éléments de parcours comme celui de Pauline autour du sport, c'est une vraie valeur avec la capacité de se dépasser, la capacité de se donner des objectifs, la capacité de s'entraîner aussi. Et ça, je crois que tous les employeurs autour de ce débat aujourd'hui, ce sont des valeurs que vous appréciez parce que c'est de l'endurance et de l'endurance, il en faut dans tous les métiers. Je voyais Jean-Louis Rodriguez acquiescer justement. Croyez-vous que des filières comme la vôtre, du coup le sport en général, comme on vient de le voir, puissent, c'est qu'à le dire, surfer sur cette quête de sens, sur cette recherche de qualité de vie meilleure? Oui, absolument. Toutes nos entreprises sont liées à un des sports qui font partie des sports d'action. Au départ, ça a été vraiment un équilibre dans beaucoup d'anciens champions à vouloir venir intégrer cette filière. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de jeunes générations qui viennent avec d'autres réalités, mais qui ont besoin d'un équilibre pour être performants et de ce fait avoir aussi une écoute. Et ça se dégage dès le premier entretien. On ressent de suite celui qui fait du sport et qui va avoir cette volonté de se dépasser, pas pour dépasser des objectifs financiers, mais pour avoir un équilibre dans sa totalité d'achèvement de ce qu'il est venu chercher chez nous. Et ça, c'est très important, aussi bien au niveau des personnes qui sont en recrutement, des entreprises en elles-mêmes, parce que très souvent, évidemment, c'est cette réalité d'avoir des gens avec un très bel équilibre, de ce fait, professionnel et personnel, et aussi pour la personne en elle-même. Cet équilibre, Christophe Payog, vous essayez de le fournir à vos salariés face à cette pénurie dont on vient de parler. De quoi rêveriez-vous pour les années à venir pour votre activité en matière de recrutement, en matière d'équilibre? Rêver, on ne rêve pas, mais ce qu'on propose surtout, c'est ce qu'il y a de plus important, on en parlait tout à l'heure, c'est proposer surtout des projets cohérents. On part du sport. Moi, je suis sportif depuis tout petit. Et effectivement, quand on voit un CV, on regarde. Moi, j'aime bien regarder si effectivement la personne aime bien faire du sport. Voilà. Parce que en fait, c'est un moteur quotidien. Dans la tête,
l'esprit et le corps après va mieux. Alors, effectivement, on a des collaborateurs qui ne font pas de sport, mais c'est pas grave. Mais ce qu'on propose, nous, en fait, surtout pour eux aujourd'hui, ce métier de la restauration, effectivement, il est connu pour des grosses amplitudes horaires, les fameuses coupures entre les deux services, le travail des week-ends, effectivement, etc., tous les jours fériés. Ça existe encore, ça existera, je pense, toujours. Mais aujourd'hui, le choix, effectivement, je pense que tout restaurateur peut l'analyser sur son mois, sur son année passée, sur sa semaine passée. Et il y a des moments, effectivement, dans la semaine qui sont plus faibles. Bon, mais nous, aujourd'hui, on a fait le choix, par exemple, sur Arcachon, c'est effectivement saisonnier. Moi, je travaille en année. Mais en fait, on avait fait le choix l'année dernière, depuis octobre, on s'est dit, bon ben voilà, on va prendre plus de repos. Moi, en ce moment, on est sur 2 jours et demi de repos, c'est-à-dire qu'ils ont dimanche soir, lundi, mardi. Bon, bien évidemment, mon épouse et moi-même, on est un petit peu plus, on travaille un petit peu plus, mais eux, ils ont ce confort-là. Voilà. On peut de temps en temps aussi accorder sur des week-ends plus creux, dire, bon, ben voilà, le chef, le second, vous faites une rotation, vous prenez votre week-end, le second, c'est à lui, etc. Pourquoi on a possibilité de se faire-là? Parce qu'en fait, on a une structure qui est un petit peu plus petite. Je n'ai pas effectivement un gros restaurant où je fais 400 couverts. Moi, je fais 130 couverts, ce qui est déjà très, très bien. Mais ce qu'on veut surtout, c'est de la qualité de service. Et ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, en fait, le bien-être de la personne qui travaille avec nous, c'est le plus important, quoi. Sophie Lefrion, je vais vous laisser peut-être le soin de la synthèse de ces échanges. On a vu le regard de ces recruteurs qui évoluaient, qui comprennent de mieux en mieux les attentes des travailleurs aussi également qui ont du mal à faire confiance, mais qui arrivent à se lancer dans l'entreprise. Trouvera-t-on prochainement un point d'équilibre peut-être ? Oui, c'est une bonne question. Je vous remercie de la poser. Alors, effectivement, si j'ai cherché à faire la synthèse, c'est reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit. Et j'ai noté choix, valeurs, qualité, bien-être, créer, s'identifier à l'entreprise, plaisir dans le métier, cohérence. Bref, on a parlé de sens. Le sens qui est à la fois la signification que l'on donne à une chose, mais aussi le positionnement, la direction qu'on lui donne, et le sensible. Donc le sensible, on a parlé du corps, effectivement, qui n'est pas du tout à négliger. Le sens du travail, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de soi, pour une raison très simple. C'est que c'est la différence entre travailler et œuvrer. C'est-à-dire quand on travaille, et notamment l'ère industrielle et la mécanisation, on fait qu'on peut ne pas se reconnaître dans le produit de son travail. Et on devient comme dans les temps modernes, comme cet homme qui vise des boulons et qui devient fou. En réalité, l'être humain, quand il travaille, a besoin de se reconnaître. Il se reconnaît à l'extérieur, comme dit Hegel, pour marquer du sceau de son intériorité le monde. Et parce qu'il se reconnaît, il prend conscience de lui. Donc en réalité, le travail et le sens que l'on donne au travail, c'est ce que vous faites, c'est à la fois l'audace d'entreprendre, c'est accompagner, c'est aider, c'est écouter ses futurs employés ou ses employés dans le cas d'un recrutement. Et c'est surtout pour le travailleur, parce que ce n'est pas un gros mot, c'est œuvrer pour se reconnaître dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on en est là. Merci Sophie Frion. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour cette expérience pilote initiée par Pôle emploi. Merci aux moyens techniques de TV7. Vous retrouverez l'intégralité de cette conférence et de la seconde conférence qui a été tournée il y a quelques jours sur sudouest.fr et tv7.fr. Merci beaucoup.